Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, a reçu un émissaire, son homologue mauritanien. Toujours dans l'actualité nationale, l'ambassadeur de la Palestine s'exprime à l'occasion de la commémoration de la Nakba. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient, où l'ONU, les Palestiniens dénoncent le blocus israélien. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous disais dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a reçu ce matin au Palais de la République l'émissaire du président de la Mauritanie, son Excellence Mohamed El Ghazouani, l'émissaire mauritanien, reçu n'est d'autre que le ministre de l'économie et des finances de la Mauritanie, Sidi Ahmed Ould, qui a remis un message écrit au président de la République, son Excellence Ismaël Merguele. Le message remis au chef de l'État a trait de la demande de soutien de la République de Djibouti aux candidatures de la Mauritanie pour le siège de la présidence de la Banque africaine de développement. Rappelons que Sidi Ould est le candidat mauritanien au siège de la présidence de la Banque africaine de développement, est un ancien président de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique et ancien ministère de l'économie mauritanien. A noter que 5 candidats sont en lice pour la présidence de la Banque africaine de développement. Il s'agit notamment de Amadou Hott, Sénégal, Membo Samuel du Zambie, Sid Ould Taha, Mauritanie, Toli Abbas de Tchad et de Madame Tchabala de l'Afrique du Sud. L'élection, rappelons-le, se tiendra le 29 mai prochain en marge des assemblées générales de la Banque africaine de développement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où siège l'institution panafricaine. Eh bien, l'émissaire mauritanien a rappelé qu'il est l'envoyé spécial de son Excellence Mohamed Ould Cheikh, président de la République islamique de la Mauritanie, auprès de son frère et ami, son Excellence Ismaël Merguele, président de la République de Djibouti. Le message concerne en premier lieu les relations bilatérales fortes et toujours prospères entre la Mauritanie et Djibouti. Et en deuxième lieu, cette lettre est la demande, a-t-il dit, de la Mauritanie à Djibouti pour soutenir la candidature aux élections de la Banque africaine de développement. Le candidat mauritanien est un ancien ministre, a-t-il dit, de l'économie de la Mauritanie et pendant 10 ans, il a été président de la Banque arabe pour le développement de l'Afrique. La Mauritanie et Djibouti sont 2 pays arabes et africains qui partagent un avenir commun, les rassemblent et leur implication certaines dans les organisations régionales, continentales, arabes et islamiques. Une implication, a-t-il dit, active qui fera toujours l'objet des coordinations entre nos 2 dirigeants, a-t-il rappelé l'émissaire de la Mauritanie. De son côté, le candidat mauritanien au poste du Banque africaine de développement a indiqué que concernant la question sur la vision de la Banque africaine, cette vision s'articule autour de 4 points principaux, a-t-il indiqué. Le premier point est de doubler ou de décupler le montant des financements de la Banque africaine de développement. Le deuxième point est de réorganiser les priorités financières africaines et renforcer la coordination entre les institutions financières africaines. Et le troisième point, a-t-il indiqué, s'efforcer de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes sur le continent africain. Et enfin, le quatrième volet, a-t-il rappelé, c'est de développer les infrastructures et accroître la valeur ajoutée des produits africains dans 5 candidats. Rappelons que 5 candidats de ces pays africains sont en lice. Bien entendu, le nombre des pays votants est de 21, a-t-il déclaré. Eh bien, pour plus de précisions, écoutons le ministre des Finances. Un plaisir et un honneur d'accueillir des amis, des frères de la Mauritanie, en particulier donc de mon collègue et frère ministre de l'économie et des finances de la Mauritanie, mais également de mon ancien et vieux ami et collègue, Dr Sidi, qui aujourd'hui, et c'est l'objet de la visite de nos frères, porter donc le drapeau en termes de candidature pour prochainement la présidence de la Banque africaine de développement. Donc c'est le processus actuel. Le président a reçu les messages personnels de son homologue président de la République de Mauritanie,
non seulement pour marquer le soutien, parce que Djibouti a été parmi les 5 pays qui ont parrainé la candidature de Dr Sidi à la Banque africaine de développement. Et nous estimons également que Djibouti va également faire tout le nécessaire pour accompagner la candidature et donc travailler avec Dr Sidi pour qu'il puisse accéder à cette fonction très importante pour l'Afrique. Et donc, c'est dans ce sens-là que le président a répondu qu'il va accompagner activement la candidature de Dr Sidi. En Europe, où le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed, a pris part à la réunion de haut niveau sur le maintien de la paix qui s'est tenue du 13 au 14 mai à Berlin, co-organisée par la République fédérale d'Allemagne et par les Nations Unies. Le ministre était à la tête d'une importante délégation constituée de l'ambassadeur de la République de Djibouti en Allemagne, M. Yassine Hussein Doualé, ainsi que de hauts responsables du ministère de la Défense et de l'ambassade de Berlin. Le ministre a prononcé une déclaration dans laquelle il a rappelé le rôle majeur que joue la République de Djibouti dans le renforcement de la sécurité, de la paix régionale et internationale. Il a souligné que Djibouti, depuis 3 décennies, a pris part à plusieurs opérations de maintien de la paix en Afrique et sur d'autres continents qu'ils continueront à se faire. Le ministre a insisté sur la nécessité de réformer les opérations de maintien pour l'adapter aux situations, conflits asymétriques et aux nouvelles menaces. Dans son discours, comme je vous le disais, le ministre de la Défense de la République de Djibouti, M. Hassan Omar Mohamed, a tenu à remercier la République fédérale d'Allemagne pour l'organisation de cette rencontre et à saluer le secrétaire général pour son engagement constant en faveur d'un système de sécurité collectif plus efficace et plus représentatif. Le monde fait face aujourd'hui, a-t-il indiqué, à des défis sécuritaires de plus en plus interconnectés, conflits prolongés, menaces terroristes, crises migratoires, insécurité maritime et cybermenaces. Dans cet environnement complexe, les opérations de maintien de la paix des Nations Unies restent un outil essentiel pour préserver la stabilité et parvenir à l'escalade des violences. Djibouti, en tant que partenaire fiable et engagé de la paix et de la sécurité régionale, réaffirme son soutien à l'initiative Action pour le maintien de la paix et à son renforcement à travers l'initiative. Nous sommes convaincus que le succès des opérations paix dépend de 3 piliers fondamentaux: la clarté des mandats, la performance des continents et la coopération avec les acteurs locaux et régionaux. Mon pays, situé au carrefour de l'Afrique de l'Est et de la péninsule arabique, joue un rôle stratégique dans la lutte contre la piraterie, le terrorisme et les trafics illicites. Djibouti participe activement aux efforts multilatéraux vus de la promotion de la paix et de la sécurité dans la région. Cette vocation de dialogue qui caractérise notre pays, nous la mettons au service des Nations Unies. Rappelons, a-t-il dit, il me plaît de souligner parmi les 121 pays qui fournissent des troupes pour les missions de maintien de la paix dans plusieurs pays en crise, Djibouti y figure avec plus de 3000 officiers déployés sur le terrain depuis 1993. Ces chiffres représentent une proportion significative en moyenne des effectifs de l'armée, de la police et de la gendarmerie, ce qui la place au premier rang des pays contributeurs quant au ratio des personnels en uniforme déployés par rapport à l'effectif national de base. La réalité des opérations, mais aussi est de protéger et reconnu pour l'engagement. Par ailleurs, l'Afrique, bien qu'étant le théâtre, a-t-il dit, des multiples opérations de maintien de la paix, illustre néanmoins de manière éclatante le potentiel des partenariats régionaux. Djibouti exhorte la communauté internationale à soutenir pleinement l'application de résolution de 2719 de 2023 du Conseil de sécurité qui garantit un financement prévisible pour les opérations de paix dirigées par l'Union africaine. Nous plaidons pour la mission de l'Union africaine d'appui et de stabilisation en Somalie, soit la première. Et à bénéficier de cette résolution marque ainsi une étape décisive dans la consolidation de la paix en Afrique. Alors, nous célébrons 8 décennies d'engagement pour la paix. Il est notre devoir collectif de faire preuve d'ambition, de responsabilité et de solidarité. À Berlin, saisissons, a-t-il dit, cette opportunité pour renforcer les partenariats régionaux, soutenir des initiatives comme au Somme et à faire des missions hybrides, un pilier du maintien de la paix de demain, a-t-il conclu lors de son discours. Retour à Djibouti où la cérémonie militaire avec ses défilés, ses prises d'armes et coutumes donne une image de rigueur, de force, de cohésion et de discipline aux armées, a rappelé le général de corps d'armée Zekricher Ibrahim, qui à l'aube d'aujourd'hui, lors de la répétition générale qui s'est tenue au centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli, à l'occasion de l'approche du 6 juin et du 27 juin 2025,
qui représentent respectivement le 48e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne et le 48e anniversaire de l'indépendance de notre chère nation. À cet effet, le chef d'état-major général des armées s'est rendu en ce lieu très tôt dans la journée pour encourager et apprécier le niveau des personnels défilant des forces de défense et de sécurité placés cette année sous les ordres du commandant de la prise d'armes, le colonel Mohamed Hissi Omar. Eh bien, comme je vous le disais, au total, plus de 1604 défilants étaient présents à cette répétition générale. À cet égard, le rituel, la gestuelle ont bien été exécutés et n'ont pas été sans effet aux yeux des officiers de l'état-major en tribune des différents observateurs présents à cet événement. Enfin, la répétition générale s'est terminée avec les appréciations du chef d'état-major général des armées qui a félicité la performance des exécutants et l'excellence du travail de coordination des organisateurs. Néanmoins, le CMGA a précisé que la perfection était loin d'être atteinte et que les efforts seront doublés jusqu'au jour J. ogtahay ilwaadey markiyan askari gala arligaynu leenahay ebba ugu dhaartoon ogada xilsaaray ogtahay ilwaadey markiyan askari gala arligaynu leenahay ebba ugu dhaartoon ogada xilsaaray Je vous emmène dans le nord du pays où, dans le cadre de sa tournée dans les régions de l'intérieur, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdilé, s'est rendu dans la sous-préfecture de Korangar, dans la région d'Obok, afin d'évaluer les infrastructures sanitaires locales, d'écouter les besoins des populations. Accueilli chaleureusement par les autorités régionales et notamment le préfet de la région, Moussa Demigene, le vice-président du conseil régional, Ahmed Ali Mohamed, le médecin-chef de la région d'Obok, Dr Hassan Ibrahim Mohamed, et la population. Le ministre a salué le travail réalisé sur le terrain, notamment par la caravane médicale spécialisée déjà en place depuis 2 jours, composée de médecins, généralistes et spécialistes, qui ont offert des consultations gratuites à des centaines de patients. Cette visite a également été l'occasion pour le ministre d'annoncer une nouvelle mesure forte, le recrutement local d'infirmiers et de sages-femmes dans les zones reculées pour un service de santé plus proche et durable. À l'occasion, 2 jeunes originaires de Korangar ont déjà été recrutés. Rappelons que les médecins généralistes et spécialistes ont offert des consultations gratuites à des centaines de patients. Enfin, un temps d'échange direct avec les notables, les femmes et les jeunes de la localité a permis
au ministre de réaffirmer l'engagement du gouvernement à rapprocher les services essentiels à tous les citoyens, même dans les zones les plus éloignées. Dès là, je vous emmène dans le sud du pays où le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Mohamed Ibrahim, a effectué une visite officielle sur le tronçon d'Oubou Alalé à Raoussa de la route nationale numéro 1 dans la région d'Ali Sébié. Cette visite marque l'achèvement de la première phase des travaux de réhabilitation portant sur un linéaire de 5 km. Accueilli à son arrivée par le préfet de la région, Abdoumalik Mohamed Bonoïta, et le président du conseil régional, Chemak Hassan Alay, le ministre était accompagné de ses collaborateurs techniques ainsi que de plusieurs responsables, dont le directeur général de Djibouti Port Corridor Road, Abdi Ibrahim Farah, et le directeur général de l'entreprise Al-Nasri, chargé de l'exécution des travaux. La délégation a inspecté les ouvrages hydrauliques réalisés sur le site avant de parcourir la section réhabilitée afin d'évaluer la qualité des finitions. Visiblement satisfait des travaux réalisés, le ministre a tenu à rappeler l'importance capitale de la route nationale numéro 1 dans le développement économique du pays. Rappelons que la route nationale numéro 1 est bien plus qu'une route, c'est l'artère vitale de notre pays. Elle relie la capitale à nos régions de l'intérieur et à nos partenaires économiques, à savoir l'Éthiopie. Soulignant le rôle stratégique et logistique de cet axe emprunté quotidiennement par des milliers de véhicules, le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à moderniser les infrastructures routières nationales. La visite s'est conclue par une réunion de coordination avec les autorités locales et les acteurs du projet. Cette rencontre a permis de faire un point étape sur l'avancement des travaux. Eh bien, le ministre a également salué le professionnalisme des équipes techniques, des ouvriers mobilisés, insistant sur l'importance de la qualité, du respect des délais et de la transparence dans la conduite des travaux. Écoutons le ministre. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui, ici, à l'occasion de cette visite de terrain, pour voir quand même des visus de travaux réalisés. La première phase des 5 km était finalisée. La réalisation de cette route va continuer jusqu'à 10 km. Les travaux ont été bien réalisés et je félicite cette entreprise locale Al-Nasri. Et surtout, je remercie le préfet d'Ali Sébié et le président du conseil, le directeur général de d'IPCR, représentants de l'entreprise qui sont avec nous, qui sont présentes et qui ont participé à cet événement d'importance capitale. Je demande au préfet et au président des régions de sensibiliser les populations sur la nécessité de travailler, de soutenir les entreprises. Et nous demandons aussi à ce que les populations locales nous accompagnent dans le développement. Et je vous disais dans le titre, à l'occasion de la 77e anniversaire de l'ambassadeur de la Palestine à Djibouti, M. Rouaid Abou Hamcha, a prononcé un discours dans lequel il a abordé l'histoire de la cause palestinienne et passé en revue des violations israéliennes contre le peuple palestinien, déterminé à nos chers frères et sœurs, ainsi que notre peuple de la République sœur de Djibouti. Nous vous saluons, a-t-il dit, vous dirigeants et votre peuple d'ici depuis l'ambassade de l'État de la Palestine en République de Djibouti. Nous vous adressons à vous aujourd'hui alors que nous commémorons le 77e anniversaire de la Nakba du peuple palestinien pour nous souvenir d'une histoire de douleur et de résilience, une histoire qui nous rappelle, a-t-il dit, que la cause palestinienne n'est pas seulement un souvenir qui passe devant nous chaque année, mais plutôt une blessure qui continue de saigner. Une conscience humaine, vivante et des droits usurpés qui n'ont pas encore été restaurés. Le 15 mai 1948, le peuple arabe palestinien a été le témoin d'une des plus grandes tragédies de l'histoire moderne. Plus de 750 000 Palestiniens ont été déplacés de leur foyer, 531 villages ont été détruits, des dizaines de massacres ont été commis contre eux, ils ont été déracinés et déplacés aux quatre coins du monde. Il s'agit là d'une tentative de mettre en œuvre des slogans de projets d'occupation sioniste, une terre sans peuple pour un peuple sans terre, en contradiction flagrante avec les faits de l'histoire, de la géographie qui refutent ces slogans et exposent leur fausseté, de la tromperie, de la machine, de la propagande du système d'occupation sioniste. Mais malgré toutes les difficultés, le peuple palestinien est resté un peuple invisible,
Il a planté les oliviers de son pays dans son cœur et a porté les pierres de sa terre comme symbole de constance et a élevé le drapeau au-dessus de toutes les blessures. D'autre part, l'ambassadeur Abou Hamcha a salué la politique du gouvernement djiboutien à l'égard des constantes nationales palestiniennes, adressant ses sincères remerciements et sa reconnaissance au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour son soutien indéfectible à la cause du peuple palestinien. À cette occasion, nous adressons nos salutations, nos remerciements et nos gratitudes à son Excellence, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, dont les directives ont joué un rôle déterminant dans toutes les formes de solidarité avec le peuple palestinien en République de Djibouti. Cela est conforme, a-t-il dit, à ces directives selon lesquelles la cause palestinienne doit être constante dans la politique étrangère de Djibouti, dans tous les forums internationaux et régionaux. C'est pourquoi nous disons toujours qu'à Djibouti, il existe une harmonie complète entre les positions populaires et officielles sur la question palestinienne. Dès les premiers instants de l'agression sioniste contre notre peuple palestinien en général et dans la bande de Gaza en particulier, la voix de Djibouti s'est élevée pour soutenir la cause palestinienne. Elle a été l'un des premiers pays à condamner cette agression et s'est coordonnée avec un certain nombre des pays amis, dont l'Afrique du Sud, le Bangladesh, les Comores et la Bolivie, pour soumettre une demande à la Cour pénale internationale afin qu'elle enquête sur les crimes de guerre, le crime de génocide en Palestine et à Gaza. Sur cette base, les mandats d'arrêt ont été émis contre les dirigeants de l'entité sioniste. Djibouti a gagné politiquement, moralement et nationalement. Au terme de ce discours, nous affirmons que la cause palestinienne n'est pas seulement une question du territoire. La Palestine est une cause de justice et l'histoire d'un peuple. La cause palestinienne est devenue, a-t-il dit, un test de moralité dans le monde, un test de conscience mondiale, a-t-il indiqué l'ambassadeur de l'État de la Palestine à Djibouti. Dès là, je vous emmène au nord du pays, où le conseil régional de Tadjoura a organisé un atelier dédié au développement de l'agropastoralisme animé par l'expert international venu du Cameroun, Amadou Adama. L'atelier a été coprésidé par le préfet, M. Mohamed Ismail, M. Mohamed Abbas plutôt, et le président du conseil régional de Tadjoura, M. Omar Hussein. Plusieurs représentants des services déconcentrés ont assisté à cet atelier, notamment le ministère de la Femme et de la Famille, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Jeunesse, destiné aux jeunes et aux femmes et aux associations locales. Cet atelier visait à initier les participants aux fondamentaux de l'agropastoralisme, un secteur porteur d'avenir malgré les conditions difficiles de notre région. L'expert, a-t-il dit, travaillera pendant une semaine avec le président Omar Hussein et son équipe afin d'échanger et réfléchir sur les pistes de développement agropastoralisme adaptées au contexte de Tadjoura. Et il remercie tous les participants pour leur expertise et leur engagement, a-t-il conclu. Par le conseil régional de Tadjoura. Et du coup, le panafricanisme qu'on a toujours prôné, si on veut développer une Afrique, il faut qu'on aille vers les frères qui ont besoin de notre expertise. C'est le pourquoi aujourd'hui je suis à Tadjoura. Et surtout un grand merci au président. Et on a travaillé avec toute l'équipe et on a pris un certain nombre d'informations qui nous permettraient d'apporter des solutions aux difficultés des éleveurs et des agriculteurs de la région. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, Israël bloque ouvertement et effrontément l'aide humanitaire depuis plus de 2 mois maintenant. C'est ainsi que les Palestiniens dénoncent le blocus israélien. Myriam Mohamed. L'ambassadeur palestinien auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a critiqué Israël pour la poursuite du blocus de la bande de Gaza. Israël a commencé à bloquer l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza après la fin d'un accord de cessez-le-feu il y a plus de 10 semaines. Israël bloque ouvertement et effrontément l'aide humanitaire depuis plus de 2 mois maintenant. Il s'agit d'une famine artificielle, a déclaré Riyad Mansour, l'ambassadeur palestinien auprès des Nations Unies devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Avant le blocus, les Nations Unies et d'autres agences d'aide internationale s'occupaient de l'acheminement de l'aide
dans l'enclave. Des experts en sécurité alimentaire ont déclaré lundi que Gaza tomberait probablement dans la famine si Israël ne levait pas son blocus et ne mettait pas fin à sa campagne militaire. Le territoire a atteint de niveaux de malnutrition comparables à ceux observés dans le pays confronté à des crises humanitaires prolongées, a de son côté alerté l'ONG Médecins du Monde, accusant Israël d'utiliser la faim comme arme de guerre. La guerre israélienne a fait au moins 52 908 morts à Gaza, en majorité des civils, selon des données publiées par le ministère de la Santé jugées fiables par l'ONU. Eh bien, l'Organisation mondiale du travail a déclaré que plus de 160 millions d'enfants travaillent dans le monde. Des enfants qui travaillent encore dans plusieurs parties du globe. Myriam Mohamed. On travaille encore dans plusieurs parties du globe. Le phénomène concerne 160 millions d'enfants, 79 millions travaillant dans des conditions dangereuses. Des chiffres publiés par l'Organisation internationale du travail. Le secteur primaire est celui qui emploie le plus d'enfants. Environ 112 millions d'enfants travaillent dans l'agriculture, dont des jeunes enfants âgés de 5 à 11 ans et qui sont particulièrement exposés. Plus de 7 millions d'enfants travaillent comme domestiques, trop souvent loin d'eux et donc loin du care, a souligné le directeur général de l'Organisation internationale du travail. La question a été évoquée mardi du dialogue interactif informel sur le thème de l'enfance dans la dignité, éliminer le travail des enfants sous toutes ses formes, y compris le recrutement forcé et l'utilisation d'enfants dans le conflit armé. Selon le sous-secrétaire général des Nations Unies et conseillère spéciale pour l'Afrique est le continent où la prévalence du travail des enfants est la plus élevée au monde. Près de la moitié des enfants qui travaillent dans le monde se trouvent sur ces continents. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.